Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de l'ATH de Bitcoin. On va parler d'actualités qui viennent d'entreprises emblématiques telles que Samsung ou Walmart. On va également parler d'adoption dans les pays. Et on va même faire un tour du côté de Strasbourg où il y a une motion qui a été déposée pour étudier le Bitcoin à l'échelle locale. C'est parti. Voilà, comme je vous disais, on démarre en parlant de l'ATH. Bon, je vais mettre à jour ma droite. Donc, Bitcoin a franchi, il y a quelques jours de ça, enfin il y a quelques heures même de ça, le cap des 126 000 dollars pour un Bitcoin. Donc, comme on peut le voir en fait sur ce graphique, je n'ai absolument aucune connaissance en analyse graphique, mais juste pour vous montrer que Bitcoin est un actif dont le cours s'apprécie avec le temps et bien évidemment, il passe de record en record. Et le dernier record, c'était le cap des 126 000 dollars qu'il a passé hier, il me semble. Voilà. Donc, joyeux ATH à tous ceux que ça intéresse. En tout cas, moi, ce que je regarde, c'est vraiment la partie adoption, mais également comment l'actif va se valoriser dans les prochaines années. Pour moi, on est encore en fait assez novice. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut FOMO et aller tout mettre votre argent en fait sur Bitcoin, mais c'est quand même impressionnant cette performance. Donc, on va jeter un œil pour essayer de s'en rendre compte. Donc, depuis le point bas de Bitcoin environ à 16 000 dollars, l'actif a fait depuis 2022, novembre 2022, donc soit quasiment 3 ans, a fait 600%. Donc, c'est assez impressionnant comme performance. On a très peu d'actifs aussi solides en fait qui font mieux. Donc, en tout cas, donc c'est assez impressionnant comme performance. Mais pour moi, on est encore au tout début. Donc, dans une dizaine d'années, on pourra aussi avoir des performances, je pense, aussi impressionnantes. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. C'est vraiment en fait en se basant sur ce qui s'est passé, ce que l'actif a fait déjà dans les 10 dernières années. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, bonne ATH, Bitcoin maintenant a battu le record de 1 Bitcoin pour 126 000 dollars. Ce n'est pas le seul record que Bitcoin bat. Bitcoin bat des records tout le temps. Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est que c'est un actif qui rentre dans la cour des grands. Donc c'est quelque chose que je répète aussi souvent sur cette chaîne. Et ça se démontre par le fait que Bitcoin a rejoint récemment un ETF assez spécial qu'on appelle l'ETF Trill. Donc l'ETF Trill, c'est un ETF qui regroupe les 7 magnifiques, donc les 7 plus grosses entreprises américaines dans le domaine de la tech. Et maintenant, Bitcoin a rejoint ce fonds. Donc, le 25 septembre, la société Defiance ETF a annoncé le lancement de son nouvel ETF intitulé Defiance Trillion Dollar Club Index, ou TRIL. Comme son nom l'indique, cet ETF suit la performance du BITA, Trillion Dollar Club Index, un indice composé des 7 plus grandes entreprises technologiques américaines appelées les Magnificent Seven. L'indice comprend donc les actions Nvidia, Tesla, Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon, Meta Platform. Et en plus de cela, l'ETF comprend également le fonds iShare Bitcoin Trust, le IBIT de BlackRock, le fameux ETF Bitcoin de BlackRock. Donc, pour être tout à fait précis, sachez que la société de Berkshire Hathaway aussi fait partie de cet indice. Voilà. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Bitcoin est quand même classé, en fait, aux côtés d'actifs très, très solides, aux côtés d'entreprises, de grosses entreprises de la tech. Et donc, aujourd'hui, c'est un actif qui, bien évidemment, on peut regarder les records et dire, ah oui, il a fait beaucoup de performances. C'est très intéressant. Mais à côté, il faut regarder son adoption. Il faut regarder le fait que les institutionnels l'adoptent de plus en plus. Et à mon avis, c'est ça qui importe beaucoup. Ça veut dire que c'est un actif qui est là pour rester. C'est un actif qui rentre dans des portefeuilles institutionnels. Et comme je vous l'ai partagé la semaine dernière, la Deutsche Bank a fait un rapport pour indiquer que Bitcoin allait rentrer de plus en plus dans les bilans des banques centrales. Donc, en tout cas, c'est un actif qui est là pour rester. C'est un actif qui est patrimonial. Donc, on peut inclure en fait dans une stratégie long terme pour léguer à ses enfants, pour se construire en fait une retraite demain. C'est pas un actif purement spéculatif. C'est pas juste, on va dire, un pari de geek.
mais c'est vraiment un actif qui a démontré sa valeur et qui a démontré un intérêt, en tout cas, pour des institutionnels. Parce que, bah, figurez-vous que ces ETF, que ce soit l'ETF Trill ou l'ETF IBIT de BlackRock, eh bien, c'est des ETF qui sont beaucoup achetés par des fonds institutionnels. Donc, autre nouvelle, c'est Samsung qui s'allie à Coinbase pour démocratiser les cryptos aux États-Unis. Donc, Samsung et Coinbase unissent leurs forces pour franchir un cap dans l'adoption des cryptos. L'achat d'actifs est désormais accessible directement via Samsung Wallet sur les smartphones Galaxy. Dès cette première phase, plus de 75 millions d'utilisateurs américains pourront accéder à la crypto sans passer par des interfaces tierces. Une intégration inédite entre un géant du mobile et une plateforme d'échange qui pourrait préfigurer un déploiement mondial et redéfinir la place des smartphones dans l'écosystème financier décentralisé. Bon, là, clairement, c'est un move qui est assez stratégique de la part de Samsung de se dire, bah, aujourd'hui, les téléphones qu'on a, ils sont de plus en plus utilisés pour payer. Apple Pay l'a démontré. Donc, pourquoi ne pas aussi entrer sur ce secteur-là via les crypto-monnaies? Parce que figurez-vous que quelqu'un qui aura son wallet crypto Samsung sur son téléphone, eh bien, ça lui fait un moyen de paiement supplémentaire. Donc, si cette personne a fait des gains ou la personne veut tout simplement dépenser ses cryptos parce qu'il est dans un autre pays, eh bien, bah, il va pouvoir utiliser son téléphone. Et ça, c'est un vrai move hyper intéressant de la part de Samsung de se dire, bah, on va permettre aux gens d'avoir un wallet qui est directement intégré à leur téléphone. Donc, votre téléphone, en fait, tout comme Apple l'a fait, devient aussi votre carte bancaire. Donc, on va, je pense, assister à de plus en plus de constructeurs mobiles qui vont aller dans ce sens. Et là, en fait, s'associer avec un acteur tel que Coinbase, c'est hyper intéressant parce que Coinbase est déjà, en fait, très avancé dans le domaine, en fait, des paiements avec Coinbase Pay et surtout dans le domaine de la sécurisation des crypto-monnaies. Donc, on va continuer, en fait, sur cette actualité. Samsung et Coinbase annoncent un partenariat stratégique pour intégrer l'achat de crypto-monnaies dans Samsung Wallet. Donc, du coup, Samsung, c'est intéressant pour eux parce qu'ils n'ont pas besoin de développer toute une stratégie pour mettre en place une plateforme de trading. Ils utilisent directement celle de Coinbase. Et puis, leurs utilisateurs peuvent directement acheter des crypto-monnaies qui sont intégrées dans ces wallets. Et ces wallets, je pense, après, pourront être utilisés bah, pour payer, tout simplement. Donc ça, c'est hyper intéressant et c'est assez smart, en fait, comme move. Ils sont pas les seuls à penser à ça. Eh bien, il y a Walmart aussi qui s'y met via la fintech OnePay, qui est détenue en grande majorité par Walmart. Donc, la fintech OnePay, soutenue par Walmart, pardon, pour lancer des services de trading et de garde de crypto-monnaies. C'est la même chose, en fait, que ce que propose Samsung. Donc, on s'associe avec un acteur qui sait faire. On permet aux gens d'acheter des crypto-monnaies, de les conserver. Et ensuite, le second pas, en fait, c'est de leur permettre de dépenser ces crypto-monnaies directement via notre plateforme. Donc, c'est vraiment très intelligent de la part de ces mastodontes de pouvoir intégrer cette partie-là parce qu'ils vont aller capter une clientèle, une nouvelle clientèle grâce à ça. Et l'autre point qui est intéressant, c'est que, comme je répète très souvent sur cette chaîne, les paiements en crypto-monnaie, que ce soit en stablecoin ou Bitcoin, parce que quand je parle de paiement, c'est bien de ces deux crypto-monnaies que je parle, eh bien, coûtent mécaniquement moins cher parce qu'on se passe en fait des intermédiaires historiques. Donc, c'est normal que des entreprises, des mastodontes tels que Walmart ou Samsung vont essayer aussi de pousser leurs clients à utiliser ces moyens de paiement, ce qui va leur permettre mécaniquement de pouvoir encaisser moins cher. Donc, tout est cohérent en fait dans ce qui se passe. Et pour moi, c'est vraiment la marche de l'histoire d'aller vers ça, des entreprises qui vont de plus en plus faire des mélanges de genres, on va dire un peu spécial parce que Walmart, bah, c'est la grande distribution. On va dire ils n'ont rien à voir avec les crypto-monnaies, mais derrière ils vont s'associer bah, à une de leurs pépites, une de leurs entreprises, une filiale quoi, pour pouvoir permettre aux clients de payer de cette façon. Donc on va aller plus loin dans l'article parce qu'il y a des parties qui sont assez intéressantes. Donc la société FinTech OnePay majoritairement détenue par Walmart devrait étendre ses services en introduisant le trading de crypto-monnaies et la garde dans son application mobile. Tout ça, encore une fois, ça converge. Hein. Donc c'est le mobile qui devient vraiment le réceptacle en fait des crypto-monnaies dans l'objectif d'en faire vraiment une carte qui va être facilement utilisable.
Donc, on va assister aussi peut-être à la disparition des cartes bancaires. Donc ça, j'ai une autre actualité que je vais vous partager tout à l'heure qui, pour moi, va dans ce sens. Donc, ce changement qui devrait être déployé plus tard dans l'année démontre l'urgence de OnePay à devenir une application tout en un. De premier plan dans la finance numérique américaine. Donc, tout se passe au niveau du téléphone. Selon CNBC, l'offre initiale de crypto permettra aux clients d'accéder au Bitcoin et à l'Ethereum. OnePay a noué un partenariat avec la startup Zero Hash pour faciliter cette intégration et gérer la garde des actifs numériques en permettant aux utilisateurs de détenir du Bitcoin et de l'Ether directement dans l'application mobile. OnePay crée un pont pratique entre les actifs numériques et le commerce au quotidien. Comme je vous disais, c'est vraiment ça l'objectif, de faire en sorte que les gens, ils achètent leurs crypto-monnaies, ils font des plus-values dessus, et ces plus-values, eh bien, ils peuvent facilement les dépenser dans un magasin tel que Walmart. Un cas d'utilisation potentielle clé est la capacité des clients à convertir leurs avoirs en crypto-monnaie en espèces et à utiliser ces fonds dans les achats en magasin ou en ligne chez Walmart ou pour rembourser les soldes des cartes existantes. Voilà. Donc, l'objectif, c'est vraiment de créer un circuit où les gens, ils achètent leurs crypto-monnaies, ils font des gains, comme je disais, et ils les utilisent directement pour payer en magasin. Donc, c'est vraiment très intelligent de la part de Walmart de procéder à ça. Et j'espère que des entreprises en France, telles que Carrefour ou Intermarché ou d'autres, vont suivre ce pas. Et parce que pour moi, il faut avoir de l'avance sur ces sujets-là pour demain être celui qui gagne en fait dans ce secteur. Nouvelle qui vient de Visa cette fois. Donc Visa lance un pilote pour les paiements transfrontaliers en stablecoin, USDC et ERC. Alors, j'en profite de cette actualité pour faire quand même une analyse. C'est que aujourd'hui, on se rend compte que la technologie blockchain, notamment son utilisation dans le cadre du paiement, avec les stablecoins et Bitcoin, elle est en train de rebattre les cartes du secteur de la finance traditionnelle. Donc aujourd'hui, des secteurs qui étaient les chasses gardées, donc Western Union, des MoneyGram et tout ça dans le domaine du paiement transfrontalier, donc des échanges, en fait, des transferts d'argent. On avait des Stripe, des PayPal qui étaient dans le domaine du paiement numérique. On avait des Visa, en fait, qui étaient plutôt dans les cartes bancaires, les réseaux de cartes pour les paiements, en fait, physiques. Mais tout ça est en train de basculer. On a des acteurs, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, comme Samsung, qui se lancent, en fait, à l'assaut de tout ce qui est carte bancaire, parce que je peux vous garantir qu'une fois que les gens, ils pourront payer directement sur leur téléphone, la carte bancaire va disparaître, parce que ça fait des frais en moins. Parce qu'une carte bancaire, en fait, ça coûte de l'argent. Si vous avez déjà un téléphone qui vous permet de payer, eh bien, vous allez supprimer votre carte bancaire. Donc, les gens vont avoir de moins en moins envie, en fait, de payer, je sais pas combien par an pour une carte bancaire. Et donc, c'est normal que des acteurs comme Visa soient en train de chercher aussi une façon de pouvoir capter ces nouveaux usages et de proposer aussi quelque chose qui va leur permettre de rester compétitifs, de rester vivants, en fait, dans cette course dans cette course en tout cas au stablecoin. Donc aujourd'hui, Visa a fait beaucoup de partenariats et là en fait, ils s'attaquent clairement au secteur des échanges transfrontaliers, c'est-à-dire ils vont concurrencer maintenant Western Union. Donc c'est assez fou. Stripe, eux, ils sont allés directement concurrencer les banques en permettant aux gens d'avoir des comptes directement où ils peuvent déposer et retirer des stablecoins. Donc on a vraiment comme ça toutes les cartes qui sont rebattues où en fait plus personne ne reste dans son couloir. Stripe est en train de devenir un acteur en fait de paiement numérique, tout simplement transfrontalier, là où il était plutôt, on va dire, dans le réseau des cartes. On a Stripe qui est en train de concurrencer les banques. Les néobanques, on n'en parle pas parce qu'elles aussi, en fait, elles ont déjà elles ont déjà une très grande longueur d'avance là-dessus. Revolut utilise le Lightning Network pour permettre les échanges, justement comme celui-ci, les échanges transfrontaliers. SoFi, la banque aussi, qui permet de faire des envois d'argent en utilisant Lightning. Western Union, dans le jeu, en fait, ils sont morts si tous les acteurs se mettent à faire ça, parce que les gens vont aller là-dessus au lieu d'aller payer 10% de frais. Et comme ça, on voit que des acteurs tels que Samsung ou Walmart aussi se lancent en fait dans le secteur du paiement. Donc, on assiste vraiment à quelque chose d'assez inédit et c'est fascinant à observer.
je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus pour expliquer en fait tous ces changements qu'on va voir en fait dans les prochaines années. En tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que avec ce type d'annonce, on voit une fusion clairement entre les cryptos et la finance traditionnelle. Donc les géants du paiement, tel le géant du paiement Visa, vient de franchir une nouvelle étape dans son intégration au secteur de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc l'entreprise a annoncé le lancement d'un programme pilote permettant aux entreprises d'utiliser les stablecoins pour les transferts internationaux. Donc on est vraiment dans ça. Donc, enfin, je vais encore une fois me répéter. Donc, pour moi, ces sujets-là, d'un point de vue technologique, d'un point de vue optimisation, ils sont faits avant tout pour les entreprises, pour leur permettre d'optimiser leurs frais de transaction. Et des entreprises telles que Visa l'ont compris, donc ils vont aller en fait sur ce secteur parce qu'il y a vraiment beaucoup à faire et il y a une grosse part de marché à prendre. Donc, en tout cas, dans l'économie des stablecoins, pour revenir sur ce sujet, eh bien, ils sont tellement pratiques d'utilisation qu'ils sont en train d'envahir en fait le monde entier. Au Venezuela, c'est normal, un pays qui atteint quand même des inflations assez impressionnantes, donc 229% d'inflation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du bolivar vénézuélien. Donc les gens, ils commencent plutôt à utiliser les stablecoins dollars pour deux choses. Un, bah, ils peuvent accéder au dollar parce que c'est une monnaie qui est beaucoup plus forte que la leur. Ça leur permet de se protéger contre l'inflation. Deuxième chose, grâce à la technologie blockchain, on n'a plus besoin d'aller à la banque pour avoir du dollar en fait en billet. On peut y accéder de façon numérique via un simple wallet. Donc c'est normal en fait que les gens puissent aller de plus en plus vers ce type d'utilisation. Donc ce qu'on peut lire ici, c'est que le dollar Binance, une nouvelle norme au Venezuela. Face à l'hyperinflation, le Venezuela connaît une dollarisation de facto, mais pas sous sa forme traditionnelle. Au lieu des billets verts, c'est le stablecoin SDC qui s'impose comme la monnaie de référence. Les commerçants utilisent le taux pair-to-pair de l'USDT sur Binance pour déterminer les prix, évitant ainsi les fluctuations incessantes du bolivar. Cette pratique, surnommée Dollares Binance, permet de stabiliser les transactions dans un contexte économique chaotique. Les transferts se font principalement sur le réseau Tron, privilégié pour ses frais minimes et sa large adoption locale. Cette infrastructure permet aux ménages et aux petites entreprises de gérer leurs finances en dollars numériques, plus accessibles que les billets physiques rares en raison de sanctions internationales. Là, pour moi, sur cette actualité, on a tout dit. On a tout expliqué de pourquoi les stablecoins sont une technologie très intéressante pour les pays du Sud. Parce que ça leur permet très facilement d'accéder au dollar plutôt que de rester dans des monnaies locales qui sont pour la plupart soit très inflationnistes, soit d'autres en fait qui ne sont pas en rapport en fait avec l'économie, comme le franc CFA. Donc, les pays du Sud vont de plus en plus se saisir en fait du dollar en utilisant les stablecoins. C'est là où moi je m'étonne en fait que l'Europe soit restée en marge de ça parce que c'était une occasion de faire en sorte que l'euro concurrence vraiment le dollar et devienne une monnaie d'échange internationale en le rendant facilement accessible sur la blockchain et en permettant à des pays qui en ont besoin de pouvoir l'utiliser aussi comme alternative à leur monnaie locale. Donc plutôt que de contraindre l'émission de stablecoin euro, l'Europe, à mon avis, aurait dû faire en sorte que ça soit beaucoup plus simple pour que les acteurs européens puissent émettre qu'on puisse avoir le Tether en fait européen avec l'euro, ce qui allait permettre en fait de profiter de cette porte d'ouverture qui est que les pays du Sud ont besoin en fait de pouvoir accéder très facilement à une monnaie forte et la blockchain permet justement de le faire. Donc c'est dommage qu'on ait raté ce train. Et de mon point de vue, ça c'est juste transitoire parce que ce qui va se passer, c'est que les gens, du coup, maintenant ils sont habitués à utiliser des wallets, ils comprennent l'inflation, donc ils vont de mieux en mieux comprendre l'intérêt de Bitcoin. Ils vont se dire, là on accède au dollar, c'est une monnaie forte, très bien, mais on va aller vers une monnaie encore plus forte pour avoir un autre usage. On révolutionne les usages avec les stablecoins, mais on va révolutionner notre épargne avec Bitcoin et donc avoir comme ça une double utilisation. Donc les stablecoins pour les échanges transfrontaliers, les échanges au quotidien pour éviter en fait cette hyperinflation, mais ensuite Bitcoin comme réserve de valeur, comme outil d'épargne et même pourquoi pas aussi comme outil d'échange lorsqu'il aura, on va dire, atteint un plateau. Donc pour moi c'est une transition tout naturelle vers Bitcoin. Mais en tout cas ce qui est dommage c'est que l'Europe reste en dehors de ça.
Donc, l'UE demande des mesures de protection urgentes pour certains stablecoins. Donc, les responsables de l'Union européenne s'inquiètent que les émetteurs de stablecoins originaires de pays tierces bénéficient d'une réglementation plus souple et pourraient importer avec eux des risques financiers. Donc, l'organisme de surveillance des risques financiers de l'Union européenne a demandé jeudi des mesures de protection urgentes pour les stablecoins qui ne sont que partiellement émis dans le bloc, donc en Europe, faisant ainsi écho à un avertissement précédent de la Banque centrale européenne qui craint que leur faillite ne provoque un retrait massif des réserves. Alors, les stablecoins, qui sont un type de crypto-monnaie conçu pour maintenir une valeur stable adossée à un actif de réserve tel qu'une monnaie ou un panier d'actifs, l'Union européenne a mis en place l'un des régimes les plus stricts au monde sur les crypto-actifs. C'est un euphémisme. Mais les responsables s'inquiètent du fait que les émetteurs originaires de pays tiers bénéficient d'une réglementation plus souple et pourraient importer avec eux des risques financiers. Donc, moi, je ne critique pas le fait qu'il y ait des mesures de protection, notamment des utilisateurs, parce qu'il faut protéger les utilisateurs. On sait très bien que certaines plateformes peuvent faire n'importe quoi, certains émetteurs de crypto-monnaies peuvent faire n'importe quoi, ça c'est déjà fait. Mais pour autant, on sent que côté Europe, en tout cas côté Banque centrale, on est dans une autre ambiance que celle de l'innovation. On est plutôt dans une ambiance de vouloir réglementer, de vouloir limiter et freiner en fait l'avancée des stablecoins plutôt que de les encadrer de façon, on va dire, beaucoup plus souple et surtout de donner en fait l'espace pour que les acteurs européens puissent concurrencer en fait le dollar en émettant eux aussi des stablecoins euros parce que comme je vous l'ai expliqué dans l'actualité précédente, eh bien il y avait carrément une grosse place à prendre pour permettre de faire en sorte que l'euro puisse concurrencer le dollar notamment au niveau des échanges internationaux et dans les pays du Sud. Euh, En tout cas, en France, il y a des acteurs qui bougent. C'est le cas en fait de la banque française de Lubac et Co, qui permettent désormais d'acheter un bien immobilier avec des crypto-monnaies. Alors, j'ai fait une vidéo récente avec Bitcoin Immo, qui est une entreprise qui permet à des personnes, à tout un chacun, d'acheter et de vendre des biens immobiliers grâce à Bitcoin. Eh bien, pour moi, cette interview, en tout cas, elle m'a permis de bien comprendre ce qu'on pourrait avoir comme pont entre ces deux actifs. Donc, d'un côté, des gens qui veulent sortir de l'immobilier pour s'exposer un peu plus à Bitcoin, ou des gens qui veulent se désexposer de Bitcoin parce qu'ils ont fait des gains massifs et investir une partie dans l'immobilier. Donc, il y a vraiment clairement une carte à jouer en étant en fait une banque, et c'est ce que la banque de Lubac a bien compris, en permettant aux gens en fait de simplifier le fait qu'ils achètent et revendent des biens en crypto-monnaie. Donc la banque permet d'acheter un bien immobilier en crypto sans conversion préalable en euros, parce que c'est cette partie en fait qui est chiante pour les acheteurs, notamment de se dire je vais convertir mon argent en euros, je vais le faire passer par la banque va me prendre la tête, etc., etc. Donc si ils peuvent directement utiliser leur crypto-monnaie pour acheter un bien immobilier, eh bien c'est tout bénef pour eux. Donc la banque de Lubac se positionne en pionnier pour pouvoir capter en fait cette clientèle. Elle finalise sa première transaction d'un peu moins d'1 million de dollars, payée en partie en Ether. Donc, si vous souhaitez utiliser les crypto-monnaies pour acheter un bien immobilier, cela est possible avec la banque de Lubac. Donc, ce qu'ils indiquent, c'est qu'on veut réconcilier deux classes d'actifs qui peuvent sembler opposées. A préciser, lors d'une conférence de presse ce mardi, Alexandre Ortiz, qui est le directeur Wealth Management de la banque française. L'opération sera gérée par la filiale immobilière de la banque qui s'appelle Delukay, en respectant les modalités d'une vente immobilière classique, ainsi que le prix de vente d'un bien sera fixé en euros, permettant de déterminer le montant des frais et taxes dus au titre de l'opération. Donc, en tout cas, c'est très intéressant de voir cette banque qui est d'ailleurs, qui s'est toujours positionnée comme étant crypto-friendly, qui aussi met un pas en fait dans le secteur de l'immobilier, immobilier crypto, je veux dire, donc de permettre aux gens de pouvoir acheter et vendre des biens en crypto parce que c'est quelque chose qui se fait déjà dans plein d'autres pays et d'autant plus que les personnes qui ont fait des gros gains en crypto souvent essaient de sécuriser une partie avec de l'immobilier.
ou des gens en fait qui ont fait des gains en IMO, qui veulent s'exposer à des actifs plus performants, peuvent aller vers les crypto-monnaies. Donc c'est intéressant d'avoir ce pont entre les deux. En tout cas, bravo à la banque de Lubac. Maintenant, on passe du côté de Strasbourg, qui souhaite adosser des crypto-monnaies au Bretzel. Non, je plaisante. En tout cas, ce qui est sérieux, c'est que la ville de Strasbourg a voté une motion pour lancer une réflexion sur les crypto-monnaies et Bitcoin. Pour moi, les élus, en fait, ne peuvent rester en marge, en fait, de ce sujet. Il faut qu'ils s'en saisissent, à minima, se faire un avis éclairé, donc avec des vraies métriques, des vraies datas, on va dire des vraies informations, plutôt que de rester sur des poncifs de Bitcoin ça pollue, Bitcoin c'est pour les criminels, donc on ne s'en occupe pas. C'est une erreur en fait de faire ça. Ils risquent en fait de rater le train, mais surtout d'être en retard en fait comparé à d'autres villes. Donc à Cannes en fait le maire il a bien compris, il a permis à ses commerçants de suivre des formations pour comprendre les crypto-monnaies et pouvoir les accepter en magasin. Et là en fait c'est une élue en fait de Strasbourg qui s'appelle Caroline Zorn qui propose en fait que la ville étudie à minima le sujet pour voir comment ça pourrait dynamiser le commerce ou dynamiser en tout cas l'économie locale. Donc, le conseil municipal de Strasbourg a adopté une motion ouvrant le débat sur les crypto-monnaies. Ça, c'est super intéressant. Création d'une crypto-monnaie locale, utilisation de Bitcoin, minage, tous les sujets sont sur la table. Donc, la ville de Strasbourg va-t-elle lancer une crypto-monnaie locale? On ne sait pas. J'espère qu'ils ne le feront pas. J'espère surtout qu'ils vont plutôt pousser l'utilisation de Bitcoin, pousser l'utilisation des stablecoins dans les moyens comme moyen de paiement. Je pense que ça, c'est déjà quelque chose de simple à mettre en place plutôt que de se lancer en fait dans la création d'une nouvelle crypto-monnaie. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est que au moins ils y réfléchissent et que le sujet il est porté devant les élus de la ville. Donc une motion baptisée Réfléchissons à une crypto-monnaie locale à Strasbourg a été adoptée cette semaine par le conseil municipal de Strasbourg, portée par Caroline Zorn, conseillère municipale, avocate et porte-parole du Parti pirate. Cette motion permettra d'étudier l'impact des crypto-monnaies au niveau local. Elle met aussi le Bitcoin sur le devant de la scène en l'évoquant devant de nombreux élus locaux et européens. Super intéressant. Donc, ce qu'elle indique, c'est que nous vivons dans un pays qui a du mal à parler d'argent, ça c'est vrai. Pourtant, de nombreuses régions du monde, la population ne compte plus seulement sur la monnaie dans sa forme traditionnelle, a déclaré Caroline Zorn. Les crypto-monnaies permettent de résister à la censure, d'être une planche de salut quand on n'a plus de compte bancaire ou d'être une aide précieuse pour les personnes en précarité, indique cette dernière. Bien évidemment, elle s'est heurtée à des gens qui étaient contre. Qui dit monnaie numérique, dit blockchain, dit minage, dit impact environnemental. Les cryptos servent aussi beaucoup à la spéculation, mais aussi à un certain marché noir. Un certain marché noir, lier Strasbourg à de telles pratiques, cela peut poser question, a indiqué Jean-Philippe Vetter, président du groupe Union de la droite et du centre à Strasbourg, qui s'est abstenu de voter. Voilà, ça m'étonne pas en fait qu'on ait ce genre de poncifs en fait qui reviennent parce que c'est des choses qui sont ancrées en fait dans la tête des gens, qui sont restés à une certaine vision de Bitcoin et qui n'ont pas pris le temps de faire évoluer en fait leur vision et de comprendre en fait le sujet à minima, de l'étudier, parce que sinon tous ces arguments ils sautent à l'eau, enfin en tout cas ils plongent quoi, parce que qui dit spéculation, et bien Bitcoin ne sert plus que à ça, parce qu'il y a des gens qui le mettent dans des fonds de pension pour leur retraite, il y a des banques qui l'utilisent comme collatéral pour des prêts lombards, il y a des gens qui utilisent Bitcoin dans les stratégies patrimoniales, il y a des gens qui utilisent Bitcoin pour payer leurs biens et services au quotidien. Donc à ce moment-là, on ne peut plus parler de spéculation. Le marché noir, ça aussi c'est une chimère, parce que en tout cas il y a des études récentes qui ont prouvé que seulement 1% du réseau Bitcoin était utilisé pour des activités criminelles. Et quoi d'autre? La pollution, et bien souvent les mineurs de Bitcoin vont utiliser des excédents d'énergie, et souvent c'est des énergies hydroélectriques. Donc est-ce qu'on peut parler de pollution à ce moment-là? Je ne pense pas. Donc en tout cas c'est des poncifs qui date en fait d'il y a très longtemps, mais les gens sont restés campés dessus parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort en fait d'étudier en profondeur le sujet et de se faire un vrai avis. Parce qu'on peut trouver des raisons de ne pas vouloir utiliser Bitcoin, on peut trouver des bonnes raisons de ne pas vouloir utiliser les crypto-monnaies, mais celles qui sont évoquées là en fait ne tiennent pas du tout la route. Alors, donc c'est ce que Caroline indiquait, Caroline Zorn, le minage a une vertu écologique. On ne peut plus dire que le minage est délétère pour l'environnement, bien sûr.
ce n'est pas parce qu'on consomme de l'électricité que c'est mauvais, a répondu Caroline Zorn. En effet, de plus en plus de pays, le minage permet de stabiliser les réseaux électriques. C'est le cas du Texas, c'est le cas de l'Éthiopie, en utilisant notamment les surplus d'énergie produites ou en se basant sur des énergies renouvelables. Encore vu par certains et certaines comme un placement spéculatif dont l'impact environnemental serait néfaste, la littérature scientifique a établi aujourd'hui, au contraire, l'opportunité que peut représenter Bitcoin pour baisser le prix de l'énergie, c'est qu'il y a une grande préoccupation pour les ménages à Strasbourg comme ailleurs, a déclaré Caroline Zorn. Donc en tout cas, félicitations à elle, bravo en fait d'avoir pu mettre ce sujet sur le devant de la scène. Moi, j'espère que de plus en plus de conseils municipaux des conseils municipaux vont se saisir de la question, à minima l'étudier pour voir qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur leur ville pour booster en fait l'économie locale plutôt que de se laisser en fait dans un brouillard, dans des poncifs qui n'ont plus lieu d'être. En tout cas, ils pourront s'appuyer sur des données. J'ai découvert en tout cas ce site qui a été fait par Pascal. Je vous mettrai son lien, le lien de son profil LinkedIn en description de cette vidéo, qui a fait un travail remarquable que je trouve pour pouvoir donner une vision à nos élus. Le manque à gagner en fait qu'on a à ne pas miner du Bitcoin d'un point de vue étatique en France. Donc, ils calculent en disant bah si on prend si la France avait miné seulement 1%, donc on peut le sélectionner, hein, donc 1%, 2%, 15%, on va prendre le plus petit, 1% de la puissance globale de hachage du réseau Bitcoin depuis 2018, eh bien, on se retrouverait en fait avec 3 milliards en valeur, en tout cas de Bitcoin dans la caisse. Donc, on se retrouverait avec 31 000 BTC. Donc là, effectivement, c'est une approximation. L'idée, c'est de voir en fait ce que ça aurait fait. Et donc, on se rend compte qu'il y a quand même un gros manque à gagner. Et là, quand on monte les pourcentages, si on prend 5%, on va dire pour rester au milieu, on se retrouve quand même à 16 milliards. Dans ces périodes, bien évidemment, ils n'auraient pas tout vendu d'un coup, ils n'auraient pas tout d'un peu, en fait, comme ça. Mais ça aurait pu servir, en fait, éventuellement pour avoir un prêt en collatéral, parce qu'aujourd'hui, on peut emprunter de l'argent avec du Bitcoin en collatéral, et je pense que c'est possible, en fait, pour un État. Mais en tout cas, ça nous aurait rapporté quelque chose, en fait, dans les caisses de l'État pour investir dans des projets, pour investir en fait, pour éviter de nous pondre en fait des impôts absurdes à tout va, pour investir dans la rénovation des hôpitaux, pour investir dans les écoles, eh bien tout ça, ça reste sur le carreau parce que aujourd'hui la France a choisi en fait d'ignorer Bitcoin, en tout cas à l'échelle étatique, et même encore pire, de vendre en fait la filiale d'EDF à un mineur de Bitcoin, là où en fait cette entreprise s'est refusée de faire ne serait-ce qu'un POC, un proof of concept, pour voir ce que ça pourrait donner de miner du Bitcoin au niveau en fait d'EDF. Donc c'est vraiment dommage qu'on se retrouve dans cette situation. En tout cas, je vous partagerai le lien de ce compteur en description. Je vous invite à aller voir. Si vous avez des propositions à faire pour l'amélioration, n'hésitez pas à les faire. Il a ouvert son code qui est totalement open source, donc vous pouvez très bien proposer des améliorations, mais c'est quand même grave. Je dirais, c'est quand même intéressant de pouvoir avoir ce type d'informations en tête, et surtout, ça peut servir pour appuyer un argumentaire auprès d'élus locaux pour leur montrer en fait concrètement à côté de quoi on passe. Donc, c'est un travail qui est intéressant. Moi, je vous dis à bientôt et d'ici la semaine prochaine, continuez à rester curieux.